Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présents ce soir. Merci aussi à la Fondation Michalski de nous accueillir dans ce cadre tellement exceptionnel et dans le cadre aussi de cette belle exposition Simenon. Cette soirée se rattachant d'ailleurs à cette exposition, puisqu'il va être question de Simenon et en particulier d'une adaptation d'un Maigret qui est en préparation. Qui est Maigret et les vieillards, qui sera donc réalisé par Pascal Bonitzer, qui est ici à ma gauche. Alors, je dis toujours, mais ça se fait quand même, on ne présente pas Pascal Bonitzer, on ne présente pas John Simenon, mais on le fait quand même un tout petit peu, hein, pour rappeler les choses. Donc, je rappelle qu'après des études de philosophie, Pascal Bonitzer est entré comme critique au Cahier du cinéma en 1969, où il a écrit pendant une quinzaine d'années, si mes souvenirs sont bons. À peu près, oui. Oui, notamment dans la grande période de Serge Danet. De tout ce travail critique, d'ailleurs, un livre publié en 2016 porte le témoignage, qui s'appelle « Vision partielle », écrit sur le cinéma. Et dès 1976, il passe du côté du travail cinématographique, puisqu'il entame une longue et prolifique carrière de scénariste et d'adaptateur, en commençant avec un film de René Alliot, qui est l'adaptation du Pierre Rivière de Michel Foucault. Il travaillera avec les plus grands réalisateurs, Jacques Rivette, Raoul Ruiz, André Téchiné, et puis c'est le Belge qui parle, Chantal Akerman, pour laquelle j'ai évidemment beaucoup de tendresse. Il sera aussi enseignant et notamment directeur du département de scénario de la FEMIS. Et c'est en 1996, je parle suisse, hein, les Belges aussi, donc 1996, qu'il passe à la réalisation avec un premier film qui s'appelle Encore, et Jackie Berroyer dans le rôle principal, si me souviens. Jackie Berroyer et Valéria Bruni-Tedeschi. Voilà. Suivront Rien sur Robert, notamment chez Hortense, Tout de suite maintenant, Les Envoûtés, et cette année, Le Tableau volé, avec notamment Alex Lutz. Et il a reçu, en cette même année 2024, le prix René Clair de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Ça devait m'arriver à moi aussi. Oui. Voilà. Donc, nous avons là quelqu'un qui connaît et qui pratique parfaitement le cinéma. Et donc, ça va être particulièrement précieux pour discuter d'un travail qui est en cours. Et puis, à ma droite, il y a John Simenon, alors, qui est bien sûr le fils du romancier. C'est son premier titre à être ici, mais pas seulement, puisque la première carrière professionnelle de John Simenon s'est passée dans le monde du cinéma, où il a occupé une série de responsabilités exécutives pour de grandes maisons comme la Gaumont, la Century Fox, EMI, Studio Canal. Et puis, à partir de 1995, il s'est consacré à la gestion de l'œuvre de son père, gestion qui est évidemment une tâche considérable, puisque je rappelle qu'il y a plus de 200 romans écrits par Georges Simenon et que ceux-ci sont traduits dans plus de 55 langues, hein, ce qui veut dire évidemment que c'est un travail en soi. Alors je dirais qu'il y a trois aspects très étroitement articulés dans le travail que John Simenon effectue depuis maintenant pratiquement 30 ans. C'est à la fois la gestion des droits patrimoniaux, mais aussi, et c'est très important, et je pense que ça interviendra dans nos discussions aujourd'hui, la question des droits moraux, c'est-à-dire la question du respect de l'identité de l'œuvre de son père. Et puis, John est aussi, disons, le porte-parole de l'œuvre ou l'incarnation de l'œuvre, et je crois que très généreusement, généralement, il accepte de participer à pratiquement toutes les manifestations qui sont organisées autour de son père. Pas toutes. Pas toutes, enfin, beaucoup. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui est aussi particulièrement indiqué pour réfléchir à la manière d'adapter Simenon au cinéma. J'ajoute d'ailleurs qu'il le confirmera, il l'expliquera peut-être, il est aussi souvent coproducteur des films qui sont tirés des romans de son père. Alors, venons-en donc maintenant à cette adaptation de Maigret et les vieillards. Je vais poser une première question qui est évidemment attendue. C'est simplement comment ce projet d'adapter Maigret
a-t-il vu le jour et pourquoi ce roman précis, Maigret et les vieillards? Pascal Bonitzer. Peut-être que ma réponse va être un peu décevante, mais il faut, je ne sais pas comment dire, mais je n'ai pas de stratégie comme réalisateur, c'est-à-dire je ne pense pas sur le long terme à faire tel et tel film. En général, quand je sors d'un film, je suis complètement vide. Et c'était le cas pour après mon dernier film, enfin d'ailleurs pour des raisons un petit peu personnelles aussi. Donc mon dernier film que j'avais terminé de monter, enfin dont le montage s'est fini au cours de l'été dernier. Et voilà comment ça s'est fait. J'étais au café un matin, dans le courant de l'été. Je faisais, comme ça m'arrive assez souvent, des mots croisés. Et j'ai vu passer quelqu'un, enfin une connaissance de très long terme, enfin quelqu'un qui était mon voisin de quartier par ailleurs, enfin qui est mon voisin de quartier, qui est un vieux cinéphile, vieux parce que voilà, c'est pas jeune, et que j'avais pas vu depuis des années par ailleurs, bien qu'on soit voisin de quartier. Je savais qu'il habitait pas très loin de chez moi. Il passe me voir. Il me dit qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets? Et je lui dis j'en ai aucun. Et il me dit est-ce que tu sais que Claude Chabrol avait l'intention de réaliser un Maigret, je vais te le raconter. Je lui dis, me le raconte pas, parce que je sentais que ça allait prendre des plombes. Dis-moi le titre, j'en ai lu quand même quelques-uns, peut-être que ça va me dire quelque chose. Et il me dit, bah, c'est Maigret et les vieillards. Je lui dis, bah, je l'ai relu il y a 3 semaines, ce qui était la vérité. Non, c'était pas tout à fait la vérité, parce qu'en fait, je n'avais pas relu, parce que je lui ai dit, j'ai relu pour montrer que je connaissais très bien, mais en fait, je l'avais lu seulement. J'avais pris connaissance de Maigret et les vieillards 3 semaines avant, à cause, là aussi, de quelque chose qui était lié à mon film. Enfin, tout ça, pardon, hein, c'est complètement anecdotique, mais c'est pour répondre à la question de façon détaillée. J'avais demandé à mon chef décorateur de me filer, parce que j'avais besoin de distraction, quelques polars, quelques romans policiers qui faisaient partie du décor de mon dernier film. Et dans le lot, il y avait Maigret et les vieillards, que j'avais lu d'une traite avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais pas du tout en pensant à en faire l'adaptation. Et la coïncidence m'a fait reconsidérer la chose, et je me suis dit, mais en fait, mais oui, et puis après tout, Maigret et les vieillards, bon, moi je vais royalement sur mes 79 ans, donc ça me concerne quelque part. Et donc j'en ai parlé à mon producteur, Saïd Ben Saïd, que John sinon connaît, qui l'a lu, qui m'a dit est-ce que tu te sens de le faire? J'ai dit oui. Est-ce que tu te sens de l'écrire seul? J'ai dit oui. Bon, bah, j'appelle John. Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Et effectivement, c'est un roman très particulier. Enfin, c'est un Maigret très particulier que j'ai eu. Je dois dire, j'ai eu un grand plaisir à l'écrire. Enfin, à écrire cette adaptation. Simplement, voilà, c'est une adaptation. C'est-à-dire que j'ai pas. On va en parler. Alors, pour rebondir, John, quand on vous propose, ou on te propose un sujet comme celui-là, enfin, une adaptation comme celle-là, qu'est-ce que, dans ton premier contact avec un producteur, tu veux vérifier ou
Bon, dans le cas particulier de Maigret et Léviard, dont je connaissais déjà Saïd, mais notre relation avait été un peu, je veux dire, enfin, avait été un peu compliquée pour une raison, c'est que le film qu'il avait voulu faire à l'époque n'avait pas pu se faire. Donc en fait, ça avait abouti sur une voie de garage, et donc, quand il m'a appelé, j'ai tout de suite dit, bon, je vais voir, parce que, en fait, moi, je n'avais pas lu Maigret et les vieillards encore non plus. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de lire le roman, avant de lui donner une réponse. Il me demandait, lui, il ne me demandait pas si j'avais lu le roman ou pas, il me demandait si les droits étaient libres, mais je voulais déjà avoir une petite idée de la direction où on allait aller. Et j'ai tout de suite donné mon accord, pour dire la vérité. Ensuite, il y a une série d'étapes, je dirais, qu'il faut suivre, qui sont des étapes pas particulièrement réjouissantes. C'est la négociation du contrat. Dans le cas de Maigret et les vieillards, ça s'est fait, je vais peut-être exagérer un peu, mais enfin, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 échanges au grand maximum, parce que, tout simplement parce que Saïd est quelqu'un de formidable, de remarquable, d'une droiture qu'il faut reconnaître dans ce métier, et que donc il n'y a eu vraiment aucune difficulté. Et les quelques points qu'il y avait à discuter se sont très rapidement été résolus. Voilà. Alors ensuite viennent les étapes suivantes qui sont ça c'est la gestion. Alors tout d'abord je veux dire que j'ai eu en tant que Maigret et Léviard a été un peu un coup de foudre. Ça a été l'équivalent pour moi avec Maigret de La neige était sale avec Les romans durs. J'ai énormément aimé ce roman. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que il y a quand même quelques challenges pour le mettre au cinéma. Et je me réjouissais de lire le scénario qui est arrivé relativement rapidement plus tard. Et là, tu vas me poser la question certainement de savoir comment je gère le droit moral, qui est justement d'essayer de garder enfin, le droit moral peut être interprété, enfin, légalement, ça veut dire une chose, mais ma manière de le vivre, je dois respecter d'une certaine façon la manière de la vision que mon père avait de sa relation avec les adaptations. Et pour moi, l'essentiel, c'est, comme j'ai l'occasion de le dire relativement souvent, ce n'est pas de garder nécessairement même l'intrigue. Les structures romanesques et les structures cinématographiques ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas toujours facile de garder, de rester fidèle à l'intrigue. L'essentiel, c'est de respecter l'essence du personnage. Et là, je crois que mon père s'est très très bien exprimé, d'ailleurs dans une vidéo que l'on peut voir en haut, où dans le cas de Maigret, je veux dire, c'est particulièrement important parce que Maigret appartient non seulement à son auteur quelque part, mais aujourd'hui appartient à des millions de lecteurs et de spectateurs, et il faut garder une espèce d'équilibre entre leur vision, la vision du créateur, et aussi la vision éventuelle des gens qui ne le connaissent pas encore et qui vont le découvrir. Donc quand mon père s'est exprimé sur Maigret, il a dit une chose très simple. Il a dit, pour moi, l'essentiel avec Maigret, c'est le poids. Et il a dit très clairement, ce n'est pas le poids physique, c'est le poids émotionnel, le poids mental, l'impression, le poids que donne le personnage. Ce qui veut dire que finalement, un acteur pas particulièrement grand et lourd peut très bien, compte tenu de sa personnalité, faire l'affaire. Et puis ensuite, il y a, nous en parlerons peut-être un peu, mais il y a aussi la manière de s'exprimer, et j'aurai l'occasion aussi de m'exprimer sur les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer dans le passé, quels sont les écueils
auxquels je peux faire face de temps en temps, et je veux insister sur le fait que ces écueils, je ne les ai pas rencontrés avec Maigret et les vieillards. Voilà, donc ce sera comment dirais-je, en impression, je veux dire, par contraste avec ce qui se passe aujourd'hui avec Maigret et les vieillards. Voilà. Ça me fait très plaisir. Alors, pour peut-être... C'est un soulagement aussi. Pour peut-être un peu, justement, entrer dans le projet au cœur, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est vraiment un Maigret qui sort du lot. Hein. C'est un Maigret qui laisse un souvenir très fort, très puissant. Je crois qu'on est tous les trois là à être d'accord pour dire que c'est un Maigret qu'on aime beaucoup. Et sinon, c'est un des rares Maigrets sur lequel il s'est un peu exprimé, puisque au début des années 60, il tenait un journal qu'il a appelé A posteriori quand j'étais vieux. Et je vais vous dire les quelques phrases qu'il consacre à ce roman, et puis peut-être alors que Pascal Bonitzer pourra nous dire ce qu'il a trouvé dans ce roman, enfin, et ce qu'il a touché dans ce roman-là. Donc il écrit... On va peut-être dire quelques mots de l'histoire, voilà. mais on va le faire. Donc il a écrit ce roman-là du 15 au 21 juin 1960, et le 25 juin, il dit « Il y a 4 jours, le 21, je terminais un roman, mon 180e et quelques, que j'avais voulu facile. Or, le premier jour que je me suis mis à écrire, vers la 9e ou 10e page, j'ai eu la sensation que c'était vain d'essayer d'aller jusqu'au bout, que je n'arriverais à rien de vivant. J'étais seul, comme toujours lorsque j'écris, dans mon bureau au rideau fermé. J'en ai fait le tour 5 ou 6 fois, et si cela n'avait été une sorte de respect humain, j'aurais déchiré ces quelques pages et attendu quelques jours pour commencer un autre roman. C'est arrivé 2 ou 3 fois en un an. Cette fois-ci, je me suis mis à sangloter. Puis, sans trop de confiance, je me suis remis à ma machine. Je pense que c'est le meilleur des Maigrets. Je le saurai quand je commencerai la révision. Dès le Festival de Cannes, je voulais écrire un roman plein de soleil et de tendresse. J'en avais un en tête, pour lequel les personnages, le décor étaient prêts. De celui-là, je n'ai écrit que 3 pages. Ce n'était pas un Maigret, mes héros avaient la trentaine. Je me suis rendu compte après coup que dans Maigret et les vieillards, qui a en quelque sorte remplacé ce roman abandonné, j'ai exprimé la même tendresse, mis autant de soleil, mais avec des personnages qui ont tous entre 72 et 85 ans. Voilà. Et là, je vous laisse peut-être enchaîner sur cette citation et sur le thème ou le résumé de ce roman. Oui, alors, c'est vrai que donc ça marque, c'est donc un Maigret très particulier dans son œuvre. Et l'histoire, donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je peux vous dire le pitch. Un jour, Maigret est appelé par son patron qui lui dit que le Quai d'Orsay demande à le voir, et donc il va au Quai d'Orsay, où il est reçu par un monsieur Cromière, qui est un personnage très désagréable, lequel a reçu une femme âgée, qui dans le roman s'appelle Jacquette, elle s'appelle Jacqueline Larieux, surnommée Jacquette. Jacquette, je n'ai pas gardé ce nom-là parce que c'est difficile, mais ça fait partie des problèmes de l'adaptation. Mais voilà. Ce qui ressort de cette entrevue, c'est que cette Jacqueline Larieux est la domestique, la gouvernante d'un ancien ambassadeur de grande valeur et de grand renom, dont elle a trouvé le cadavre criblé de balles le matin dans son appartement de la rue Saint-Dominique. Criblé de balles, donc voilà. Maigret va sur place et constate effectivement qu'il y a un cadavre qui a reçu une balle dans la tête, plusieurs balles dans le corps.
et très vite, on lui apprend qu'il y a dans l'appartement de cet homme, entre autres choses dignes d'intérêt, mais lui dit M. Cromers, ça c'est un intérêt purement qui n'a rien à voir probablement avec l'histoire, il y a une correspondance, des lettres, un paquet de lettres écrites pendant des décennies avec une certaine princesse dont en fait c'était le grand amour. Mais la particularité de cet amour et de cette correspondance, c'est que c'est un amour de jeunesse qui ne s'est jamais réalisé, car la famille de la princesse voulait qu'elle épouse, elle n'était pas à l'époque princesse, elle voulait qu'elle épouse un prince. Elle a suivi donc les desiderata de sa famille. Elle a épousé le prince en question, donc, du temps de la jeunesse de ces personnages, mais son grand amour est resté cet ambassadeur, et d'une certaine façon, il s'est réalisé à travers cette correspondance amoureuse qui est quasi quotidienne entre eux. Ce qui fait le mystère, l'énigme de cette mort violente, c'est qu'il était entendu, parce que cette histoire était connue de tout le monde, dit-on, non seulement au Quai d'Orsay, mais de tout le gratin, de tout le Gotha, c'est qu'il était entendu que si le prince venait à mourir, la princesse irait le plus vite qu'il soit possible épouser son ambassadeur, son ex-ambassadeur, puisqu'il était à la retraite. Or, 3 jours avant la découverte du corps de l'ambassadeur, le prince est mort d'une chute de cheval. Donc, théoriquement, tout était prêt pour que cet amour sublimé et tout de même frustré pendant des décennies se réalise enfin. Voilà. Donc, qui a pu vouloir empêcher ce mariage au point de tuer cet ambassadeur à coup de revolver, un revolver ou un pistolet qu'on n'a pas retrouvé par ailleurs. Et voilà. Bon, je vous donne un peu laborieusement ce qui fait l'énigme avec quoi Maigret va devoir se confronter, à quoi Maigret va devoir se confronter. Ces personnages auxquels il se confronte sont tout à fait inhabituels pour lui. C'est l'autre aspect du roman, c'est qu'il est habitué plutôt à avoir soit des malfrats, des milieux un peu sordides, et là il se trouve confronté pratiquement à point de vue image du monde, quoi. Et il n'est pas à l'aise, parce que Maigret, comme on sait, est un homme du peuple. Il est tellement pas à l'aise que ces gens commencent à l'agacer beaucoup, que cette histoire d'amour éthéré l'énerve au plus haut point, mais en même temps il est fasciné, et peu à peu il se laisse gagner par une sorte plus que de la fascination, une sorte de tendresse aussi pour ces personnages. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit. Non, mais je voudrais ajouter juste une toute petite chose qui est pas si anecdotique que ça, mais qui est aussi ce que j'ai lu à travers le roman. C'est que, en fait, il a été écrit quelques années avant la séparation avec ma mère. Et très vite, après, enfin, pas la séparation, mais les débuts de la séparation, mon père a entretenu une correspondance avec elle quotidienne de 3 lettres par jour.
et je ne peux pas m'empêcher de voir, je me demande s'il avait déjà, il faudrait que j'aille voir, je ne peux pas m'empêcher de voir comment dirais-je, Ah oui. un écho ici à quelque chose qu'il vivait et qui, à mon avis, sous-tend cette très grande tendresse que l'on voit à travers tout le roman. Et c'est pas beaucoup plus tard non plus, il faut le dire, ou peut-être même à peu près à ce moment-là, non, puisque Quand j'étais vieux a commencé à être écrit bien avant, mais enfin toi tu le sauras mieux, parce que non, moi les dates je ne suis pas sûr. Mais il commence quelques semaines avant. Et Quand j'étais vieux, exactement. Et Quand j'étais vieux, c'est une réflexion de ce que la vieillesse, une réflexion sur la vieillesse à travers des récits, enfin, je dirais un journal intime qu'il tient à garder intimement. Donc il y a là pour moi, en fait, une véritable correspondance et des échos entre les circonstances qui ont amené mon père à écrire ce roman et les circonstances qu'il vivait lui-même. Et ça explique, je crois, la raison pour laquelle j'ai cet attachement extrêmement profond pour ce roman. Et que vous avez lu récemment, donc en fait. Que je n'avais pas lu, mais que j'ai lu quand j'ai reçu le premier email de Saïd. C'est à ce moment-là que je l'ai lu, parce que je ne le savais pas. Je ne suis pas, contrairement à d'autres, je le confesse, j'ai quand même lu un sacré paquet de romans, mais enfin, pas tous. Et j'en découvre, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux de pouvoir faire le travail que je fais, c'est que c'est l'occasion justement de découverte permanente. Voilà. Alors, pour enchaîner là-dessus, j'aurais peut-être voulu alors discuter avec Pascal Bonizer, et John aura l'occasion de rebondir et de réagir sur les difficultés éventuelles que pose une adaptation de Simenon. En gros, pour le dire vite, il y avait deux écoles par rapport aux adaptations de Simenon. Il y avait ceux comme Maurice Pialat qui n'avait jamais adapté, je crois, mais qui considérait que Simenon c'était facile à adapter, il suffisait de prendre le roman et de le suivre. C'est ce qu'il disait. Mais je crois que Chabrol, tu me disais, Chabrol disait ça aussi. Justement, il n'y est pas arrivé. Ouais. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui disent au contraire que Simenon donne souvent un sentiment très cinématographique, mais que quand on doit commencer à travailler dans le détail des choses, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, ma première question très générale, c'est de dire, où vous situez-vous, si je puis dire, par rapport à ces deux écoles, si la distinction a la moindre pertinence, et quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrez? Oui. Bon, moi je suis assez pragmatique, je n'ai pas de doctrine sur, mais je dirais que je me situerai entre les deux. parce qu'à la fois, c'est vrai que Simenon est beaucoup moins facile que ce qu'on croit, parce que très souvent, même si il donne une impression de très imagé, de très concret, on est beaucoup dans la tête de ces personnages, et surtout dans la tête, et surtout, par exemple, Maigret fait très peu de choses. Il se laisse imprégner, il a un regard. Le poids dont je pense Simenon parlait en ce qui concerne son Maigret, il a un regard qui peut être très lourd sur certaines personnes. Il a aussi une écoute, bien sûr, et il rumine. Il passe énormément de temps à ruminer. Et ça, ruminer, c'est pas cinématographique, c'est vrai. Alors, néanmoins, bon, il y a beaucoup comme c'est une enquête, il interroge énormément de gens, et donc en fait il y a beaucoup de dialogues. Moi, les dialogues, c'est ce que, disons, les films que je fais reposent beaucoup sur les dialogues aussi, donc je crois que ça, c'est quelque chose que je pouvais reprendre. Simplement, la difficulté pour moi, elle était autre, et elle reste une difficulté, c'est que le roman a été écrit en 1960. C'est une date très importante
très importante par rapport à l'intrigue. Je ne veux pas tout dévoiler, mais disons, sans vous dévoiler quelque chose, je le dévoile forcément en partie, ça veut dire 1960, c'est avant Vatican II. L'histoire se passe dans les milieux aristocratiques catholiques. C'est un élément très important de l'intrigue et la solution de l'énigme réside un petit peu là-dedans. Or, moi, je ne voulais pas faire une adaptation, disons, je ne voulais pas faire un film d'époque. Donc, parce que ça m'emmerde, tout simplement, de devoir... D'abord, ça veut dire que ça coûte plus cher, déjà, et finalement, c'est des choses qui ne devraient pas m'apporter, mais qui m'apportent. Ça veut dire qu'il faut faire attention à que les détails soient vrais, etc. Ça veut dire aussi que pour les extérieurs, s'il y en a, il y en a très peu finalement, ça aura beaucoup changé, etc. Tout se passe dans le 7e arrondissement, je ne l'ai pas précisé non plus, c'est très important aussi. Très important aussi, tout se passe dans le 7e arrondissement de Paris, entre la rue Saint-Dominique, la rue Jacob et la rue de Villers-Sexel. Qui est au fond un quartier qui n'a pas énormément changé depuis 1960, donc j'avais envie que ça se passe. Mais je ne voulais pas non plus que ça se passe aujourd'hui, c'est ça la difficulté, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Les enquêteurs du type Maigret, ça n'existe plus. La police technique et scientifique a tout bouffé, et en plus, le quai des Orfèvres, qui est le lieu de Maigret, ça n'existe plus non plus. Depuis 2-3 ans, la police judiciaire a été déplacée à la porte de Clichy. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont des invraisemblances techniques, que j'ai fait lire le roman à un commissaire de police qui a bien voulu le lire et il a noté en annotant tout ce qui était, disons, litigieux du point de vue de la vraisemblance technique. Or, aujourd'hui, on est obligé de faire si on veut un tout petit peu de réalisme, il faut... les spectateurs sont devenus très exigeants avec la vraisemblance technique, d'autant qu'il y a beaucoup de films policiers, beaucoup d'histoires de policiers, beaucoup d'histoires de flics. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, j'ai choisi une cote mal taillée entre 1960 et aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire se passant au début des années 2000, donc c'est avant que Internet, les téléphones portables aient complètement tout envahi, parce que ça rendait l'histoire complètement impossible. Voilà, donc c'est un film qui n'est pas d'époque, mais qui est un peu d'époque, si vous voulez. Enfin, ça sera, si les petits poissons ne me mangent pas jusqu'au tournage. Ça a été ça, mon principe. J'ai essayé de m'en tenir là. D'ailleurs, du coup, la première scène qui, dans le roman, est un dîner avec l'ami de Maigret, le docteur Pardon et sa femme. Bon, c'est un dîner à 4. J'en ai fait un dîner qui amène le récit dans un flashback. Où Maigret raconte cette histoire qui serait arrivée une quinzaine d'années l'époque présente. Ça a été ça ce que j'ai voulu faire. Alors ça, je crois que c'est quelque chose de très intéressant parce que, vu de l'extérieur, j'avais quand même un peu le sentiment que le personnage de Maigret était un peu confiné dans le film en costume, pratiquement, hein, aujourd'hui, avec une vision souvent... Voilà, pour préciser, j'ai voulu faire un petit peu sans vouloir dire du tout du mal de ce film, qui a sa logique propre, j'ai voulu faire un peu le contraire de ce qu'a fait Patrice Lecomte précédemment avec son Maigret, qui était de faire un Maigret justement dans les années 50 avec costume, et de prendre Gérard Depardieu, c'est-à-dire un Maigret vieillissant. J'ai voulu faire un Maigret plus jeune
et qui se passerait aujourd'hui. Donc évidemment, c'est une transgression, si on veut, mais je pense qui est possible. Et qui fait que l'histoire, il fallait aussi que je la rende crédible aujourd'hui, bien que nous soyons largement après Vatican II. Et alors, pour rebondir, je pense justement que ça aussi, c'est une préoccupation, John, que tu peux avoir en suivant certains projets d'adaptation de séries, et qui est une vraie question. C'est-à-dire, on a souvent dit, Maigret, ce n'est pas un personnage qui est adaptable au temps présent, à l'actualité, etc. Comment est-ce que toi, tu vois... Alors, je suis en train de vivre, il se fait que je suis en train de vivre une expérience depuis 3 semaines, c'est qu'on est en train de tourner à Budapest un Maigret d'aujourd'hui, avec un Maigret encore un peu plus rajeuni que le Maigret de Maigret et les vieillards. Et donc je suis confronté justement à ces problèmes, enfin à ces questions. Et en fait, et en plus cette série, il faut le savoir, c'est une série anglo-saxonne pour PBS aux États-Unis. Alors, on a quelques problèmes, enfin quelques soucis au départ, c'est que déjà Maigret ne peut plus fumer la pipe. Mais il peut avoir une pipe en main, et il peut essayer de la fumer. Et il peut de temps en temps quand même sur les toits du commissariat, enfin de la nouvelle PJ, là il peut fumer. Donc c'était déjà un souci que Patrice avait, il était tourné autour, lui, d'une autre manière. Son médecin lui interdit. Voilà, c'est autre chose. Mais il est évident qu'il est hors de question de lui mettre, je ne sais pas comment on appelle ce truc, comme on avait fait avec M. Hulot dans la bouche, c'est hors de question, et il est hors de question même qu'il ne fume pas. Ça, par exemple, ça fait partie intégrante du personnage, tant pis s'il n'y a pas d'adaptation. Autre chose, pour les Américains aujourd'hui, une équipe de flics contemporains où il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de femmes, c'est impossible. Donc Janvier est aujourd'hui une jeune femme black, Lucas est une jeune femme, enfin une femme un peu plus âgée, et assez bizarrement, ça passe complètement. À partir du moment où, mais ça c'est le travail de la mise en scène aussi, où en fait les personnages au fond d'eux-mêmes restent tout de même cohérents avec ce qui était l'essence de ces personnages. C'est-à-dire que Lucas reste vis-à-vis de Maigret quelqu'un d'une référence, par exemple. Lapointe, lui, est un... Pour ceux qui ne connaissent Maigret, j'utilise... Ce sont les adjoints de Maigret. Hein, je m'excuse il y a Janvier, Lucas, Lapointe, puis il y a quelquefois Torrance, voilà. Plus l'inspecteur Lognon. Enfin, bon, on arrive assez bien, pour une série, à travailler avec les problèmes de téléphone, etc., et de permettre à Maigret, par exemple, Maigret ne conduit toujours pas de voiture, il n'a toujours pas son permis. Et en fait, je me suis aperçu que le problème principal, c'est que, en dessous d'un certain âge, les acteurs anglo-saxons n'arrivent pas, ou arrivent très difficilement, à projeter, à cause de leur âge, pas à cause de leur volonté, mais c'est une question d'âge, une question aussi de manière de jouer, de projeter ce que mon père appelait justement le poids de Maigret. Tout simplement parce que je suppose qu'ils n'ont pas encore acquis dans leur propre vie la gravitas qui lui permet à Maigret de projeter justement cette confiance en lui. Et aussi, il faut dire que les Américains ont une manière de jouer aujourd'hui où, pour attirer en quelque sorte l'œil vers leur jeu, ils ont toujours beaucoup de maniérisme aujourd'hui avec la bouche, avec les éclats. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça. Moi, j'ai été très sensible au fait que Maigret, quand même, sa présence suffit à elle-même, en général, et il attire l'œil sans avoir à bouger. Et donc, nous sommes en train de travailler, parce que ce que je suis en train de dire est partagé par tout le monde, est partagé par la production, est partagé par le producteur, est partagé par le showrunner, partagé par l'acteur lui-même.
qui exprime lui-même la difficulté qu'il a à projeter justement ce poids auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, mais ça, là, on parle d'une série, et on parle d'une série dans des... Et une dernière chose que je voudrais dire, un problème qui ne s'est pas présenté cette fois-ci, mais c'est que je crois qu'il y a une espèce il y a une vision à peu près unanime de qui est Maigret dans le monde latin, européen latin. Les anglo-saxons ont une image, une musique très différente. Quand ils lisent Maigret, ils ne lisent pas de la même manière que nous, en fait. Et donc je passe beaucoup de temps sur leur dialogue, par exemple, en leur disant ce ne sont pas des mots de Maigret. Même si, évidemment, ils écrivent en anglais et qu'on doit... Mais je finirai par ça en disant que même quand je m'aperçois aussi que même s'il y a des dialogues qui m'ont parfois heurté, au bout du compte, c'est dans la manière de le jouer que tout se joue, et que même quelque chose qui me semblerait faux par rapport à Maigret dans le dialogue lorsque je le lis, peut très bien être juste, mais ça dépend évidemment de la mise en scène et de l'acteur. Voilà. Peut-être pour enchaîner là-dessus, est-ce qu'on peut dire un mot éventuellement de qui sera l'incarnation de Maigret ou non? Ou en tout cas, est-ce que vous avez écrit le scénario en pensant à un acteur précis, ou l'image que vous êtes faite du Maigret était indépendante de... J'avais plusieurs idées. Hein. Finalement, le Maigret qui a été choisi ne correspondait pas à ma première idée, mais très intéressante. Et il est un petit peu paradoxal, il est un petit peu aussi différent physiquement de ce que c'est. Bon, ce serait Denis Podalides, voilà, pour ne pas. C'est un choix un petit peu paradoxal parce que évidemment il n'a pas la carrure qu'on imagine, etc. Mais il peut avoir ce poids. Il a de l'intériorité, il a la gravitas dont parlait John. Je suis sûr que c'est un choix très intéressant. L'autre chose aussi que je voulais reprendre aussi la question des adjoints, parce que la chose c'est également on est confronté à ça aussi, et avec ma directrice de casting, on a envisagé effectivement que l'un des adjoints, je ne sais plus si c'est La Pointe, on n'a pas encore fouillé très profondément, pourrait être noir, et un autre pourrait être une femme. Donc ça, disons, c'est l'air du temps qui nous saisit et qui fait qu'on ne peut pas... il est très très difficile aujourd'hui de faire un scénario avec des mâles hétérosexuels blancs. Ce qui est compréhensible d'ailleurs. C'est tout à fait compréhensible. Et je me mets dans cette position-là, je me mets dans la position, si mon père avait écrit Maigret aujourd'hui, il y aurait évidemment des adjoints multiples. Oui. Et donc, ce serait une représentation, même si dès le départ, il voulait un Maigret qui soit en même temps proche humainement de la police de l'époque, mais en même temps qui sorte par son caractère de l'image que les gens avaient des flics à l'époque. Il est évident que ça ne poserait, enfin que je ne peux pas imaginer que tous les adjoints soient nécessairement. Oui, puis c'est une réalité sociologique d'aujourd'hui aussi. Voilà, on peut pas non plus y échapper. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est que et ça c'est aussi une petite difficulté d'une certaine façon, à laquelle j'ai voulu ne pas échapper, parce que dans beaucoup d'adaptations de Maigret, on oublie Madame Maigret. Ah.
Ah, Et moi, j'ai pas voulu l'oublier. Elle est très importante. Enfin, elle est importante. Madame Maigret, qui, évidemment, a toutes les caractéristiques qui, je pense, pourraient hérisser le mouvement MeToo et tout. C'est une femme au foyer. Elle lui fait la cuisine quand il rentre. Voilà. Et donc, et là, ben, j'ai essayé de traiter cette question avec, disons, un minimum d'humour, si on veut. Mais sans évacuer le personnage de Madame, que je trouvais important aussi, parce que, en même temps, c'est auprès d'elle que, dans cette histoire, que Maigret essaye de retrouver ses esprits après sa confrontation avec ce monde étrange, disons, qui semble vivre dans une époque quasi médiévale, en tout cas qui le dérange beaucoup, d'une certaine façon. j'ai été très sensible à ça. Parce que pour moi, Madame Maigret est absolument essentielle à Maigret. Oui. Et au-delà de l'image que surtout les anglo-saxons se font, ce n'est pas une potiche, c'est effectivement une femme au foyer, mais ce n'est pas une potiche. Sans elle, Maigret n'existe pas. Et donc, arriver à exprimer cette relation, et j'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez fait justement bon, dans ça le me fait scénario. plaisir. Voilà. Alors, c'est essentiel. Mais ça me paraissait important, oui. Ouais. Alors, d'un point de vue très pratique, dans une série, ça fait partie les budgets. Les budgets on est toujours, encore plus probablement que dans le cinéma, on est encore plus tributaire des budgets. Et s'il n'y a pas de Madame Maigret dans la série Crémer, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas d'argent pour avoir une Madame Maigret. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, dans les Maigret, les deux séries sur lesquelles j'ai travaillé, Madame Maigret est plus présente, c'est tout simplement parce que personne de qualité ne va vouloir jouer juste une scène ou deux scènes par épisode. Et donc il faut renforcer. Et alors là, je suis ravi qu'on puisse faire ça parce que justement, c'est une manière d'essayer d'extérioriser cette relation et de la matérialiser par une présence plus forte de Madame Maigret au cours des enquêtes. Mais ici, dans le film, c'était particulièrement, enfin, ça, justement, la manière dont Maigret découvre en fait s'exprime par rapport au vieillard avec elle, c'est vraiment, enfin, là aussi, malheureusement, c'est un mot qu'on ne peut plus utiliser. Enfin, moi, j'ai aucun problème. J'ai à peu près le même âge que vous, donc j'ai pas de souci. Je suis un peu plus âgé que vous. Oui, bon. Je vais vous rattraper. J'ai exactement l'âge de l'ambassadeur au moment où il a été tué. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose qui est intéressant et important aussi, c'est le mot humour, parce qu'il me semble que dans vos films, il y a un vrai humour qui est présent, qui n'est pas du tout évidemment un humour de comédie, mais qui est une ironie d'autodérision souvent du personnage, qui est aussi parfois un comique de situation très... oui, c'est possible. Et bon, Simenon, dans la critique et dans la réception française, apparaît comme vraiment, généralement, l'auteur sans humour. Hein. C'est quelque chose qui est très, très frappant. Et j'ai lu récemment, je me suis plongé récemment dans les critiques anglo-saxonnes qu'on faisait de lui. Et là, au contraire, on notait chez Simenon un certain humour et un certain sens de l'autodérision ou de choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas là un point de rencontre où l'humour n'est pas le sujet ou le centre des choses, mais quelque chose qui vient, comment dire, compenser les tensions ou Est-ce que vous avez perçu ça chez Simenon, vous, en le lisant ? Oui, alors je ne sais pas si l'humour est le mot qui convient, je ne sais pas, mais il y a effectivement il y a un sens de... comment on pourrait appeler ça oui, quelquefois de la dérision, enfin il y a du ridicule, des fois, des situations. Oui, enfin, oui, c'est assez. Je ne sais pas
comment caractériser ça chez Simenon, parce que c'est très très fréquent, très sensible chez lui, le fait que les personnages, par exemple, ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils pensent être, ou des choses comme ça, et que la réalité le leur rappelle, enfin d'une façon quelquefois cruelle. Il y a une forme de cruauté, en fait, mais aussi une forme de tendresse. C'est très très particulier. Voilà, et ça, ces deux choses m'intéressent beaucoup chez Simenon, dont les personnages sont souvent des personnages un peu pathétiques. Et là, c'est tout à fait différent, d'ailleurs, enfin, en l'occurrence, parce que c'est des personnages qui sont par rapport auxquels, ben, oui, c'est ça. Enfin, en fait, il y a une distance, il y a une étrangeté, je ne sais pas comment dire, enfin, que j'ai essayé de traiter par l'humour, voilà, dans l'adaptation que j'en ai faite. Parce que c'est vrai, alors, dans les années 1960, quand Simenon écrit Maigret et les vieillards, l'aristocratie dont il parle apparaît déjà comme une espèce d'isolat social un peu. Oui. Mais ça n'a pas tellement bougé, en fait. Voilà, et ça n'a pas tellement bougé. Ça, c'est pas un problème. Les aristocrates des années 60, les aristocrates d'aujourd'hui, à part le fait qu'ils utilisent des téléphones portables qu'ils n'utilisaient pas avant, ça n'a pas tellement changé. C'est le même esprit, c'est un milieu fermé qui s'auto-reproduit autant que possible, justement. Enfin, bon, pas toujours, hein, Proust déjà, mais voilà, malgré tout, c'est les mœurs, les traditions, le poids des traditions fait que ça ne bouge pas tellement. Alors peut-être pour partir un peu dans une autre direction, une autre question que j'avais envie de vous poser, vous qui connaissez si bien le cinéma, c'est de dire, quand on s'attaque à une adaptation de Simenon, est-ce qu'on a forcément en tête toute l'histoire cinématographique de Simenon au cinéma? Est-ce qu'on... Alors, oui et non. C'est-à-dire, moi je pense pas, j'essaye de ne pas avoir de référence quand je travaille, j'essaye de travailler de façon aussi spontanée que possible. Néanmoins, évidemment, j'avais en tête, mais plutôt comme des contre-exemples, si on veut. Parce que Maigret a été incarné au fil des années par plusieurs acteurs très différents les uns des autres. Il y a eu Harry Bor dans les années 30, il y a eu Pierre Renoir dans La Nuit Carrefour de son frère Jean Renoir, qui incarnait... il y a eu un Maigret à moustache avec Harry Bor, il y a eu... Ensuite, dans les années 40, il y a eu Albert Préjean, qui alors lui était un Maigret plutôt sec, qui n'avait qu'un seul adjoint, joué par Gabriello, qui était le comique, disons... Albert Préjean jouant le clown blanc et Gabriello le clown rouge, c'était traitement un petit peu superficiel de Maigret. Et puis ensuite, ça a été beaucoup... le personnage a été d'une certaine façon coffré par Gabin dans l'après-guerre, avec des films comme Maigret dans un piège, l'affaire Saint-Fiacre, Maigret voix rouge, enfin il y en a plusieurs, et d'une certaine façon Maigret a été gabinisé, c'est-à-dire qu'il a pris ce côté, cette espèce de virilité un peu rogue, avec des coups de gueule de temps en temps, qui n'est pas ce qu'il y a chez... Ça arrive de temps en temps que Maigret s'énerve dans les romans, mais c'est pas qu'il ne s'énerve pas comme à la Gabin, si on veut. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, j'ai essayé, en pensant au mien, à me débarquer. Puis ensuite, il y a eu Depardieu, donc plus récemment, qui était le Maigret, alors vieillissant et lourd, comme ça, et célibataire, parce que je crois qu'il n'y a pas de Madame Maigret dans le film de Lecomte.
Voilà. Et j'ai essayé, si on veut, de faire un Maigret en creux qui soit ni ça, ni ça, ni ça. Je pense que c'est... Gabin, Maigret de Gabin, c'était essentiellement Audiard, quelque part. Audiard, oui. Parce que je dirais c'était c'était presque plus Audiard c'était vraiment un que scénario Gabin. d'ailleurs tout à fait remarquable de Audiard. Alors, évidemment, les dialogues, ce sont des dialogues qui ont créé qui ont en quelque sorte mis Maigret dans donné une image particulière, mais qui ne correspondent pas du tout à ma propre lecture de Maigret, pour dire la vérité. Non, mais cela dit, ça n'empêche pas qu'il est. Je considère, enfin, j'ai le plus grand respect pour Gabin et pour le personnage. Pas oui, ça je pense que que Maigret est un piège est un des meilleurs, oui. un des meilleurs Maigret qui a été fait, et en tout cas certainement le meilleur film de Jean Delannoy, sinon peut-être le seul. Bon, mais ça c'est mon point de vue personnel, et grâce évidemment à un scénario très très solide, d'ailleurs assez fidèle, il faut bien dire au roman. Et avec un casting absolument remarquable. C'est un des plus beaux rôles d'Annie Girardot, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et de Sailly aussi. Les gens de Sailly étaient extraordinaires aussi. Je voudrais juste faire un commentaire sur l'humour, si je peux. Il y a un Maigret, il y a un chapitre, dans un Maigret, je m'en souviendrai, je peux le dire, c'est le chapitre 3 de Maigret et son mort. C'est un délice d'humour où Maigret prétend être alité pour pouvoir mener une enquête parallèle à celle que le juge Comelliot veut lui imposer, et où justement Madame Maigret sert d'intermédiaire entre lui et le juge. C'est un délice. Et là, c'est là où j'ai découvert l'humour chez mon père, enfin en dehors de la vie quotidienne. Je suis en train de parler des romans. Et depuis que j'ai lu ce roman, je dois dire que je suis beaucoup plus sensible à des pointes, en fait, justement, je vais dire des pics comme ça, que je ressens personnellement, comme la manifestation d'une forme d'humour chez Maigret, mais c'est vraiment très subtil, c'est très rapide, c'est une réplique ou une réflexion. Et donc je voulais juste dire que ce qui m'a permis de le découvrir, c'est ce chapitre, parce que sans ça, j'étais pas véritablement sensible, en fait. Voilà. Il y a aussi Maigret s'amuse, où Maigret fait une enquête à distance, comme exactement, ça, alors qu'il est en vacances. Alors pour terminer, avant de donner peut-être la parole au public, vous avez déjà évoqué un petit peu votre conception du dialogue à propos de cette adaptation-là. On sait, chez vous, c'est quand même un lieu névralgique de vos films. Vos dialogues sont très ciselés, très rigoureux, très précis. Est-ce que vous avez, comment dire, trouvé l'idée d'un ton Maigret ou d'une... Il y a les échanges d'enquête. J'ai essayé. Oui, j'imagine, mais en quoi où est-ce que vous le voyez, si je peux dire? Comment est-ce que vous le définiriez? J'ai pas beaucoup de recul. Je l'ai écrit. Enfin, j'ai écrit il y a. J'ai terminé le scénario il y a pas très très longtemps, en fait. Je l'ai relu et un peu réécrit pendant les vacances. Enfin, réécrit, c'est-à-dire j'ai fait des modifications un petit peu dans les dialogues, parce qu'il y a des choses qui me paraissaient pas très bonnes. J'essaye effectivement de lui donner un côté un petit peu malicieux, mais qu'il a déjà un petit peu dans le roman. Disons, d'accentuer ce côté-là. C'est-à-dire des réflexions un petit peu ironiques par rapport à certains personnages qui sont un peu solennels. Parce que s'il y a une chose aussi qui est constante dans le personnage de Maigret et chez Simenon, c'est l'horreur de la solennité des personnages qui prétendent incarner à la fois un pouvoir, une autorité, des choses comme ça. C'est ce que représente le personnage qui s'appelle
comment il s'appelle, Cromière. Cromière, personnellement, j'ai du mal à prononcer son nom. Du coup, j'ai donné ça à Maigret aussi, qui n'arrive pas à prononcer son nom. Enfin, qui dit toujours Cormière, parce que ça lui rappelle le Corbière, et il aime bien boire. Maigret, c'est aussi une constante du personnage. Hein. Il dit tout le temps Cormière à la place de Cromière. Hein. Donc ça, c'est un des... Voilà, si vous voulez, c'est des traits comme ça que j'ai intégrés, qui sont pas dans le roman, mais qui correspondent un petit peu à je pense à l'esprit dans lequel Simenon a voulu donner à Maigret. Cet agacement qu'il a devant toutes les figures d'autorité, en fait. Il a un côté un petit peu, dans les temps un flic, c'est quand même, quelque part, il a un côté un petit peu anard aussi. Voilà, ben, corrigez-moi si... Ah, pas du tout. J'ai pris beaucoup. Ça fait partie du plaisir que j'ai pris à lire le scénario. Non, c'est clair. Justement, ce que vous dites sur le côté malicieux, en fait. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le terme. Alors, pour terminer, mais peut-être brièvement, John, pour toi, une adaptation cinématographique d'un roman de ton père, ça représente quoi par rapport à l'œuvre en général? Quel rôle ça a dans l'économie au sens le fonctionnement général de... Alors, ça reste... Il ne faut pas oublier que, en tout cas en ce qui concerne mon père, l'essentiel comment dirais-je, ça reste un romancier, et que l'essentiel passe par la publication des romans et l'édition. L'édition est tout de même là. Et je ne parle pas ici, je ne vais pas parler d'une question d'argent ou économique, mais le poids de la, comment dirais-je, de la conscience et de la perception et de la relation entre l'auteur et son public. C'est essentiellement, tout d'abord, par les romans que ça passe. Ensuite, il est certain que dans certains cas, il y a je pense à Kremer en particulier, c'est une très très longue série. Ça a créé une relation avec Maigret supplémentaire en quelque sorte, qui a accompagné l'édition, mais qui l'a aussi un peu fossilisé. Même quand je dis un peu, c'est une manière de dire beaucoup, et que donc, du coup, pour moi, les adaptations, et pas seulement de Maigret, c'est une manière aussi indirectement d'offrir au public un œil neuf, et un œil parfois critique aussi, hein, ce n'est pas du tout le problème, mais justement un œil neuf, et de dépoussiérer soit le personnage, soit le roman, soit l'image que l'on se fait aussi de mon père, qui a été quand même, qui commence depuis une dizaine d'années, on voit une évolution, mais qui est, pour utiliser un terme un peu familier, qui était un peu encrouté, pour dire la vérité. Et que donc la vision nouvelle, Patrice en a fait partie, mais vous aussi, et j'attends beaucoup justement de ce point de vue-là. C'est pas une question mais ça crée justement, ça a créé un appel d'air. Et voilà. Donc, mais il y a d'autres moyens aussi. Il y aura dans quelques semaines un colloque sur l'adaptation en bande dessinée. C'est un peu la même chose, mais d'une manière différente aussi. Toujours l'appropriation, pour moi ce qui est important, c'est tout de même une appropriation aussi d'une œuvre particulière, ou au sens soit un roman, soit la plus grande partie de l'œuvre, par des auteurs qui ont envie de prendre ce roman ou cette œuvre et d'en faire la leur. C'est pour ça que c'est très important d'insister, de ne pas faire une transcription, une transposition littérale de l'œuvre
d'un média à l'autre. Ça, c'est ce que j'essaye d'éviter au maximum. Voilà, je pense que ça, c'est une belle conclusion. Alors, je vais tout de suite donner la parole, mais il faut attendre d'avoir un micro, parce que sinon, tout le monde ne vous entendra pas. Et monsieur au premier rang a levé la main. 2 points. Pour avoir lu pas mal de romans de Simenon et de Maigret, je m'imaginais des atmosphères grises, et je voulais savoir si le film allait être en noir et blanc pour conserver un certain type d'atmosphère. Et le deuxième point, si vous aviez l'intention dans l'actualité de faire de la pile de lettres une pile de mails. Je vais vous répondre non aux deux questions. Pour moi, le cinéma, c'est un petit peu un crève-cœur parce que le cinéma, pour moi, a été d'abord noir et blanc. D'abord, ce que j'ai aimé quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, c'était les films noirs américains. C'était le noir et blanc. Donc la couleur, c'est quelque chose d'une certaine façon qui me perturbe toujours, quelque part. C'est passé. Mais le problème, c'est que, d'une part, si je faisais le film en noir et blanc, ce serait du maniérisme. Le noir et blanc, aujourd'hui, ça suppose une intention. L'histoire, comme je veux que l'histoire se passe dans le monde, un monde plutôt contemporain, ça n'aurait pas de sens d'une certaine façon vouloir replonger dans une époque du cinéma où le noir et blanc dominait. Donc, en même temps, j'ai la nostalgie. J'aimerais pouvoir faire un film en noir et blanc. C'est quelque chose. Pour moi, le noir et blanc est toujours plus beau que la couleur quelque part. Il y a des très très beaux films en couleur. Il y a des couleurs magnifiques. Il y a des très grands chefs opérateurs de couleur. Enfin, bref, peu importe. Voilà. Et il y a des très grands cinéastes qui se sont emparés de la couleur d'une façon qui, d'une certaine façon, ont effacé ce problème. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je ne le ferai pas en noir et blanc. L'autre chose, c'est l'histoire se passe disons en 2006, si vous voulez. Mais elle a commencé, pour les deux personnages dont on parle, dans les années 40. Les mails, ça n'existait pas. Donc, il s'agit d'un courrier, il s'agit de lettres. Merci, monsieur. Oui. Merci d'abord beaucoup pour cet échange qui est très intéressant. Moi, j'aurais une question sur le choix de l'acteur principal, Denis Podalides. Est-ce que c'est un choix qui s'impose d'emblée quand vous pensez à un personnage aussi connu, aussi revu que ça dans l'histoire du cinéma? Ou bien est-ce que vous voyez plusieurs acteurs, vous discutez avec plusieurs acteurs et finalement vous décidez après avoir discuté? Et le corollaire pour John Simenon, c'est de savoir, est-ce que vous auriez vu un autre acteur à la place de celui qui a été choisi? Et en fait, est-ce que vous avez un mot à dire sur le choix de l'acteur principal? Alors, bon, écoutez, je vais essayer d'être sincère. Ma première idée, ce n'était pas du tout Podalides. De même que pour mon précédent film, ma première idée n'a jamais été Alex Lutz. Bon, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu. Et c'était quelqu'un qui n'avait physiquement aucun rapport. Ma première idée, c'était Benoît Magimel. Mais d'une certaine façon, Denis Podalides m'a paru plus intéressant. Et en plus, plus sécure aussi, parce que voilà, mon film est très dialogué et quelqu'un comme Podalides est un virtuose de l'utilisation des dialogues. L'autre chose, c'est que, donc en fait, je suis passé de l'idée de Magimel à Podalides, et en fait, j'ai été surtout, ce qui fait que j'ai
oublié ma première idée, c'est que Denis Podalides a été tellement enthousiasmé par le scénario, j'ai senti qu'il sentait tellement le personnage que ça m'a paru, en tout cas, que l'aventure me paraissait valoir plus que le coup. Bon, effectivement, j'ai un droit de regard sur le choix des acteurs. J'avais accepté Benoît Magimel quand il m'avait été proposé. Pour dire la vérité, ensuite, je crois que j'ai reçu 4 ou 5 noms sur lesquels j'ai réagi. Et parmi ceux-là, évidemment, Podalides faisait partie de ceux que j'avais acceptés. Pour la simple raison que si Magimel me semblait plus traditionnellement, aujourd'hui, tel que je le voyais dans ses films récents et à la télévision, lorsqu'il s'exprimait, je me disais oui, effectivement, voilà, le poids, toujours le poids. Mais il me semblait aussi que Podalides allait amener quelque chose, enfin potentiellement, parce que je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas scénariste, je ne connaissais pas l'ensemble de son travail, mais j'étais sûr qu'à partir du moment où la production et où Pascal souhaitait le proposer, c'est qu'ils avaient la conviction qu'ils allaient pouvoir justement exprimer d'une manière différente le Maigret que j'ai aussi en tête. Voilà, donc ça c'est ma Donc réponse. voilà, ça sera un Maigret un peu inattendu, mais je pense d'autant plus intéressant. Oui, absolument. Quand je parle de dépoussiérer, c'est une manière de le faire aussi. Hein. Voilà. C'est exactement. Enfin, je ne voudrais pas que ce soit pris d'une manière négative. Au contraire, je le dis d'une manière très positive. Hein. C'est pas du tout réducteur par rapport à Podalides. Est-ce que quelqu'un voudrait... Monsieur? Et une femme dans le rôle de Maigret. À y avez-vous pensé? Pourquoi pas, mais enfin bon, enfin c'est pas interdit c'est pas interdit d'y penser. Oui, mais l'idée a été soulevée. Même quelqu'un m'a dit, mais fais-en une femme et prends Noémie Lvovsky. Voilà. Qui ça? Noémie Lvovsky. Ah. Oui. C'est un ami cinéaste qui m'a dit ça. Mais bon, je trouve que là, on passe à une autre dimension qui personnellement ne m'intéresse pas. Et malgré tout, alors là, pour le coup, il y a quand même des paramètres il y a tellement de paramètres qui sautent que pourquoi l'appeler Maigret, hein, franchement. Ouais. Malgré tout, Maigret est un homme et c'est une dimension qui reste importante dans le personnage, quel que soit ce qu'on peut penser des hommes en général. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi pour cette très intéressante conversation. J'ai relu le roman juste avant de venir, et tout au début, dans le cadre du dîner avec le docteur Pardon, ce dernier mentionne à Maigret un article dans le Lancet qui dit que un expert psychiatre peut éventuellement moins bien comprendre l'homme, je dis seulement l'homme, qu'un maître d'école ou un policier. Et cette réflexion, ou cet article, tourne un peu dans la tête de Maigret au cours de l'enquête. Oui. Il se demande vraiment si un policier est aussi bon que prétend l'article en question, que les experts en psychiatrie, etc. Est-ce que ça vient un petit peu aussi dans le personnage que Alors, vous avez... pour répondre à votre question, d'une part, j'ai trouvé que cette espèce de leitmotiv qui revient, oui, est-ce que n'était pas aussi important que Simenon avait l'air, le sort que Simenon avait l'air de faire à ce soi-disant article du Lancet. Et j'ai préféré me servir d'un autre Maigret, dans lequel
Maigret se fait la réflexion que tout le monde a peur. Je suis parti de... Alors, j'ai présenté que l'article du Lancet, enfin, je ne cite pas le Lancet d'ailleurs précisément, et donc, enfin, c'est quelqu'un qui part de cette idée que tout le monde a peur. Et j'ai brodé quelque chose là-dessus dans la conversation entre le docteur Pardon, sa femme, et ça permet à Madame Maigret, justement, de mettre son grain de sel. Parce qu'elle amène, elle, la peur qu'elle a, la peur de vieillir et d'être moins aimée par son Jules Maigret. Et ça induit une petite conversation. Mais évidemment, ça amène le thème des vieillards, ça amène... et donc si on veut, ça m'a... je me suis débarrassé de cette thématique pour utiliser... je crois que c'est dans... je ne sais plus dans quel autre Maigret que j'ai lu également l'été dernier, enfin l'été d'avant. J'ai oublié lesquels, j'en ai lu beaucoup. Ça se mélange un peu. Voilà. Il y a encore une question? Il y a un monsieur qui est là. Voilà. On va prendre une dernière question. Ce n'est pas une question, c'est deux petits commentaires. Pour rompre une lance en faveur de Podalides, il est quand même sociétaire de la Comédie Française. Et le deuxième point, vous avez 2 fois parlé du poids. Un des commandements, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Et en hébreu, en fait, il est dit tu donneras du poids à ton père et ta mère. Et dans le cas particulier, c'est Simon qui donne du poids à sa créature. C'est une très jolie formule. Voilà, C'est une jolie conclusion. et qui conclut magnifiquement cette soirée. Et donc, nous pouvons poursuivre nos échanges autour d'un verre dans la cafétéria, si j'ai bien compris. Et je vous remercie encore pour votre présence. Je remercie Pascal Bonizerbe, je remercie Merci. John, et je remercie la Fondation pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci. Et merci à la Fondation Yann Michalski de m'avoir invité. C'est un grand plaisir.